Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, épisode numéro 129. Nous sommes le 28 mars 2025, je suis toujours Horacio González et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Erwan Rouillet. Bonjour Erwan, comment tu vas? Bonjour, ça va et toi? Ça va. Mathias Herberts, bonjour Mathias. Bonjour. Et ça fait un moment qu'on n'avait pas avec nous Quentin Adam. Bonjour. Yeah! On fait encore un podcast chez nous? Oui, on le fait presque chaque semaine. Mais voilà, c'est difficile de réussir à les caler dans ton agenda. Donc, je vous propose, comme d'habitude, qu'on fasse un petit tour de table. Erwan, tu nous rappelles qui tu es? Moi c'est Erwan, en charge de la croissance internationale de Clever Cloud et qui vous a rejoint depuis maintenant une petite année. Oh, ça passe vite le temps. Mathias, qui tu es? Moi, je suis le cofondateur d'une boîte qui s'appelle Sense et qui fait un produit utilisé entre autres par Clever qui s'appelle Warp 10. Et Quentin, on n'a pas besoin de te présenter, mais quand même, pour l'auditeur perdu dans un coin qui ne sait pas qui tu es. Donc chez Clever Cloud, j'ai le rôle de CEO, Chief Evangelist Officer, ce qui veut dire que je cours partout en essayant de faire des bidules pendant que la boîte grossit. C'est assez drôle à faire. Carrément. Et moi, toujours espagnol perdu en Bretagne, je m'occupe de la partie de frêle de Clever. Bon, aujourd'hui, je crois qu'on a plein de sujets, mais quand on était en train de préparer ça, on s'est dit, tiens, on a Mathias avec nous, ça fait un sacré moment qu'on n'a pas parlé de Warp 10, et en plus, il y a assez de nouveautés pour que Mathias nous raconte un petit peu. Donc, Mathias, est-ce que tu peux nous présenter brièvement qu'est-ce que c'est Warp 10 et surtout, quelles sont les nouveautés que vous avez sorties ces quelques derniers mois? On est d'accord que là, c'est les notes de version de la version qu'on a reçue par mail, mais qui n'existe pas en vrai comme lien, c'est ça? Chut, ne spoil pas, ne spoil pas. Warp 10, c'est une solution pour gérer et analyser des données issues de capteurs, des séries temporelles, enfin des données horodatées, quoi. Donc c'est un produit qu'on a commencé il y a presque 12 ans maintenant, ça fait un petit moment. Horacio d'ailleurs, tu as contribué à un moment à cette aventure. Et puis il a bien grossi puisque on est passé d'un truc qu'on installait sur un serveur à quelque chose qui aujourd'hui peut faire tourner sur des infras beaucoup plus grosses comme celle de Clever. Et puis on a diversifié les usages, on a en plus fait en sorte que la techno serve à plein d'autres choses au-delà de simplement stocker des données. Parce que quand on dit ça peut servir à plein d'usages, il y a quand même des gens qui collent du Warp 10 sur un Raspberry, première génération, et ça marche, en standalone. Et ce qui est bien, c'est que Warp 10, c'est une archi où tu peux le coller un peu en mode cache, c'est-à-dire tu peux bourrer de la data dans une petite machine, donc par exemple un Raspberry, lui faire du pré-traitement, mettre tes trucs bien propres avec par exemple des hertz bien propres, et envoyer derrière sur un autre Warp 10 de la data. Donc c'est un truc qui peut être comme ça, et après ton autre Warp 10 ça peut être des gros, donc il y a toujours une version standalone, il y a une version distribuée, ça que vous appelez la H-Store. Elle a une version distribuée qui s'appelle la version distribuée. Ouais, qui stocke sur elle-même. Qui stocke sur FoundationDB. Il n'y a pas la version aussi où tu distribues mais que tu es sur tes fichiers? Ah, mais ça c'est encore autre chose, ça. Donc il y a une version sur FoundationDB qui est celle que nous chez Clever on utilise. La grosse version. Donc là, ça scale à on ne connaît pas les limites. Parce que régulièrement, on annonce nos chiffres à Mathias et qui fait « Ah, tiens, c'est nouveau. » Ouais, ça peut aller jusque-là. C'est cool. Je mets à jour la doc. Donc ça grossit très bien. C'est la version qu'avant on foutait sur HBase. Voilà. Et que maintenant on fout sur Fondation. Et je vais pas vous mentir, depuis que le bordel est sur Fondation, les gens qui font l'astreinte chez nous dorment vachement mieux. C'est un peu le jour et la nuit. Et si vous avez du mal à vous rappeler qu'est-ce que c'est Fondation, je vous rappelle qu'on a fait il n'y a pas longtemps des épisodes sur Fondation, qui c'est aussi à la base d'autres produits chez nous comme Materia KV. Et donc, il y a donc la petite version, il y a la version en cluster. Et il y a une version intermédiaire. C'est ça. Il y a une version intermédiaire aussi qui s'appelle Standalone Plus, donc qui est en gros
l'équivalent de ce qu'on a sur ce qu'on peut mettre sur un Raspberry Pi, mais qui tourne avec FoundationDB derrière et qui permet de faire la transition entre les trois versions finalement et d'avoir quelque chose de graduel quand on sait qu'on va monter en charge. Donc ça c'est le produit originel, on va dire. Et puis au fil des ans, on a tissé tout un écosystème autour. On a rajouté des fonctionnalités et puis on a fait des ponts avec d'autres solutions. Donc aujourd'hui, on est intégré dans tout un tas de trucs externes comme Spark, Databricks, Trino, on travaille sur Snowflake, on a une intégration avec des outils comme Kafka Streams, comme NiFi, enfin voilà, on a tissé des ponts avec plein de choses, l'objectif étant toujours le même, c'est-à-dire d'apporter notre savoir-faire, notre expertise sur la partie manipulation de données de capteurs dans ces environnements qui nativement sont faits pour traiter des données, mais pas du tout de façon spécifique les données de capteurs. Donc on a ça, on a des outils de visualisation. Donc on a un outil qui s'appelle Discovery qui permet de faire ce qu'on appelle des dashboards dynamiques, c'est-à-dire des dashboards dont la structure va changer en fonction de ce qui se passe. Donc en gros, on a un truc de supervision au mur et quand tout va bien, il affiche des petits chats, puis quand tout va pas bien, il tue les petits chats. Ça, c'est un truc dont on ne sert pas et qu'on devrait utiliser, nous. On est d'accord. Vous n'avez pas de télé au mur, c'est pour ça? Mais la télé va bientôt arriver. On est dans les nouveaux locaux de Brest. Il faudrait qu'on vous ça a les été livré présente. les télés, genre, Et vous on allez vient faire d'avoir une livraison de télé à poser dans les murs, donc on n'a plus d'excuses. Voilà, donc ça c'est sur la partie sur la partie tech. Et puis on a construit l'année dernière un SaaS qui permet de rendre plus accessible ça aux gens sans qu'ils aient à mettre les mains dans le cambouis. Et puis récemment, on a fait un truc encore plus avancé pour élargir le spectre des gens qui peuvent manipuler cette typologie de données. Un assistant qui s'appelle Spoky et à qui on peut poser des questions et qui va de lui-même générer les requêtes, les analyses en utilisant nos technologies sous-jacentes. Donc, quelque part, ça permet à des gens qui n'ont peut-être pas la connaissance très fine de comment manipuler toutes ces séries temporelles d'accéder quand même à une certaine donnée avec des langages naturels, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. En fait, le truc que j'aime bien, c'est R2 bloque tous les broyeurs du niveau 2, quoi. C'est un peu ça, c'est d'être capable de parler à un truc ou d'écrire à un truc, peut-être que demain on pourra lui parler, on verra, et de faire en sorte que lui soit capable d'extraire ce que tu demandes, l'info sémantique, et puis d'aller retrouver à la fois les bonnes données à aller tripoter, les bonnes manipulations à faire, et potentiellement la bonne visualisation à te présenter derrière. L'intérêt de ça, c'est très simple, c'est que un, ça fait gagner beaucoup de temps aux gens, et puis deux, ça permet d'avoir des populations qui sont pas du tout techniques, qui bénéficient de l'accès à la donnée. Donc, ce qui est un peu notre mission, de démocratiser l'accès à la donnée brute, puisque nous, on pense que les KPI, c'est un truc du passé, et que si votre visualisation des données, la seule chose que vous visualisez, c'est les KPI, vous passez à côté de beaucoup de choses, parce qu'en fait, sur des équipements industriels, sur des avions, sur des voitures, sur des camions, il se passe des choses qu'on peut voir que dans le détail de la data, quoi. Et quand on était en train de préparer l'épisode, tu m'avais parlé d'une des utilisations de Spoky qui était assez sympa, même pour des techos. C'était, tiens, il y a un problème quelque part, donnez-moi les dashboards des composants qu'il y a un problème avec la métrique intéressante pour l'analyser. Voilà. Ouais, ça ça fait partie de la simplification, c'est-à-dire que quand il y a une merde en prod, les gens sont toujours un peu stressés. Donc soit l'expert est là et on va tous jouer les sacs à dos et on va regarder ce qu'il est en train de faire. Soit si on a la capacité de poser la question en langage naturel, c'est plus facile de dire j'ai tel système qui est parti en vrac, les symptômes c'est ça, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de diagnostiquer ce qui va pas bien, quoi. Et donc ça c'est quelque chose qu'on a commencé à faire sur le périmètre industriel, et puis on va travailler ensemble avec Clever sur le périmètre monitoring, justement pour faire en sorte que ce soit quelque chose d'accessible à plein de gens sur un périmètre qui est plutôt du cloud et puis de la partie monitoring IT. Carrément. Et bon, Warp 10 est open source, bien entendu, licence Apache. Et Erwan me racontait, mais Warp 10, je connais, j'ai commencé à jouer, j'ai même les mis en pratique sur un projet. Et je n'ai pas voulu demander quel projet c'était parce que je voulais qu'il nous le raconte en live. Donc Erwan, toi, pourquoi tu t'es servi? Alors, en fait, le truc, c'est que lors d'une mission où on était coincé à l'aéroport avec Steven, notre CTO préféré, je jouais avec Windsurf pour tester la technologie, où je lui faisais rebosser sur un projet que j'avais déjà développé avec ChatGPT il y a quelques temps. Et je disais...
petit astérisque, c'est pas la dernière fois que vous allez entendre parler de Windsurf dans CMASI. On reviendra plus tard. Et ouais, super outil, c'est devenu ma nouvelle drogue. Mais le truc, enfin bref, je demandais à l'application, j'avais besoin de prendre une série temporelle qui était du son, une note enregistrée sur un instrument, et être capable de faire une transformée de Fourier dessus pour m'assurer que je retrouve bien la note, son octave supplémentaire et sa tierce, automatiquement quand on joue la note de cet instrument. Un handpan pour la petite note. Et du coup, je galérais à essayer de développer un truc en Rust avec Windsurf. Et du coup, là, Steven me dit, mais pourquoi tu n'utilises pas la fonction de Warp 10 Fast Fourier Transformation? Tu fais juste en sorte que ton fichier wave, il soit sectionné en tronçons de quelques secondes, histoire de faire la série. T'envoies la série, et bim bam boum, c'était fait. Ça nous a pris 30 minutes en attendant notre avion à l'aéroport avec la connexion d'Abidjan. Donc, vraiment, pour le coup, tu vois, Warp 10, ça sert aussi pour les instruments de musique. Ah ouais, ça sert à plein de trucs en fait. Ouais, tu peux en faire. Nous, enfin, tu sais, je l'avais collé dans les. On l'avait collé dans les respirateurs aussi, Warp 10. Je l'ai collé dans un autre truc dont je peux pas trop parler depuis dans l'espace aérien, dirons-nous. Non, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec Warp qui sont hyper cool. Nous, on s'en sert. Enfin, c'est tout le cœur de l'observabilité de Clever. C'est aussi le cœur d'un produit qui chez nous s'appelle Materia TS, qui est pour Materia Time Series, qui très sincèrement, quand tu colles à côté, comment ça s'appelle, TimeSpace, c'est quoi le bordel de chez Amazon déjà? TimeStream à côté, c'est quand même à se taper le cul par terre, quoi. Ouais, bah, même Amazon a du mal à positionner TimeStream, je crois. Oui, en plus ils ont lancé un deuxième TimeStream, enfin, c'est impitable. Alors que là, en fait, le truc est hyper bien construit aussi si tu as des usages industriels. En fait, si tu as des usages industriels, c'est hyper bien. Il y a quelques trucs qu'il faut connaître qui sont utiles. En fait, ce que Warp 10 t'apporte de base, qui est en fait le truc le plus pénible de la Time Series, c'est une fonction qui s'appelle Bucketize. Et en fait, c'est quand tu récupères en fait un flux d'informations, tu auras toujours ton capteur qui a envoyé plus ou moins une info propre à une fréquence variable, etc. Et quand tu vas vouloir soit l'analyser, soit même l'afficher, en fait, ton premier problème dans la vie, ça va être de nettoyer ton truc de fréquence. Parce que imagine que tu veuilles afficher 24 heures, si tu envoies 24 heures de données à 40 kHz à ton navigateur n'est pas d'accord du tout en fait. Il n'est pas content du tout, il prend des gigas de data dans la gueule, ça se passe hyper mal. Bucketize, c'est le truc qui va te dire, tu veux ta donnée à quel niveau, quand, quel taux d'échantillonnage, qui va être capable d'estimer la donnée qui lui manque, et qui va te mettre un truc bien propre. Et ça rien que ça, je crois pas avoir, parce que le Bucketize, il n'existe pas dans Influx, et Bon, en fait, ils considèrent que c'est un group by, mais notre Bucketize, il est quand même un peu plus sioux qu'un group by. Mais grosso modo, dans des approches SQL, ouais, il y a des simulacres de Bucketize, quoi, mais c'est pas du tout la même puissance, quoi. Donc ça, enfin, si vous avez beaucoup géré déjà de données de capteurs, ça change tout. Vous pouvez l'utiliser aussi sur des flux financiers. Nous, on l'avait fait dans une banque où on se servait de Warp 10 pour faire de la détection d'anomalies et de la détection de fraude, de patterns anormaux sur les transacts. Enfin, il y a énormément de use cases hyper intéressants de cette technologie-là, et du fait qu'elle galère des fois un peu à se positionner, en fait, elle est devenue hyper versatile. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser quasiment Warp 10 comme une librairie que vous apportez dans votre code. Si vous n'avez pas tant de données que ça à traiter, vous pouvez vraiment l'utiliser comme ça. Donc, je trouve que c'est une technologie qui a bien vécu, et là, du coup, on va sur une release, c'est la 3.5, c'est ça? 3.5.0, ouais. C'est quoi les nouveautés de la 3.5.0? La 3.5.0, alors c'est en lien avec notre super agent AI, la Spoky. En fait, on s'est rendu compte que pour que Spoky puisse travailler efficacement, c'était mieux si on pouvait stocker des résultats intermédiaires, des trucs un peu sympas dans le process de raisonnement. Et donc, plutôt que d'avoir des outils externes sur lesquels on va rajouter du clé-valeur avec un Redis, un Valkey, un memcached, ou que sais-je encore, on s'est dit que ce serait super si on pouvait juste se servir de Warp 10. Et donc, on a Hazelcast.
Oh là, monsieur est connaisseur. Donc on s'est dit, ça serait peut-être vachement mieux si on pouvait juste se servir de Warp 10. Et donc on a rajouté la possibilité de stocker des clés valeurs génériques dans Warp 10. Et donc aujourd'hui, on peut faire le traitement complet, c'est-à-dire à la limite, ton fichier Wave, tu pourrais le stocker temporairement dans Warp 10, tu vois, sous une clé valeur, et puis le récupérer facilement, faire ta transformée de Fourier, et puis faire ce que tu veux derrière. Donc ça, c'est une des grandes nouveautés. On l'a intégré dans toutes les versions, donc la in-memory, celle qui est installable sur un Raspberry Pi, celle qui marche avec FoundationDB, c'est compatible avec la réplication, enfin bon bref, le truc on l'a rajouté, c'est plutôt sympa. Donc ça c'est la grosse nouveauté de la 3.5.0. Et puis on a fait des évolutions liées à la performance, parce qu'il y a quelquefois on fait des fonctions parce qu'on a besoin du truc à un instant T, et puis on n'optimise pas tout de suite, et puis ça marche sur le premier périmètre, et puis un jour, il y a un client qui arrive, ou un utilisateur qui arrive en disant votre truc, c'est un peu de la merde, pourquoi c'est de la merde ? Ah ouais, vous avez quand même 10 millions de points, donc ça marche plus pareil. Et donc forcément, il y a des problèmes de perf. Donc on a optimisé la perf d'un truc qui est un peu lié à Bucketize, qui s'appelle Filler, qui permet de boucher les trous avec différentes stratégies. Parce que les capteurs, je suis d'accord avec toi, de temps en temps, ils envoient de bonnes données, mais souvent, ils envoient quand même des trucs pourris, quoi. Oui, ça ne voit rien. Et donc, il faut quand même compenser un peu toutes ces... En fait, dès que tu fais de la time series, tu te retrouves assez facilement dans un monde étrange qu'on appelle le traitement du signal. Et le traitement du signal, quand même, ça t'apprend que les capteurs, c'est bien de la merde. Ouais, c'est ça. 95% des cas où tu fais du traitement du signal, ça finit par... En fait, c'est le capteur qui était daubé du cul et qui a fait n'importe quoi parce qu'il était au edge de ses capacités de captage et enfin voilà. Ouais, où il faisait trop chaud, il faisait trop froid, enfin bon bref, c'est des trucs un peu merdiques. Donc on a augmenté les perfs de cette partie fil, on a dû augmenter les perfs de, je sais pas, on est passé enfin sur l'exemple de test qui nous posait problème, je crois qu'on est passé de 47 secondes ou 48 secondes à 300 millisecondes. C'est plutôt mieux. C'est la peine. C'est plutôt bien même, hein. Si t'étais marketing, Mathias, tu ferais le levier de différence, tu vois. 47 secondes, 300 millisecondes, tu vois, tu ferais improving performance by 200 fois, ouais. T'as raison. Mais je suis pas marketing, en fait. Donc il y a ça, dans cette release, il y a des trucs qui ont été faits par Clever, pour Clever. Ah ouais? Ouais. Il y a des métriques FoundationDB dont vous aviez besoin, que vous avez rajouté. Donc, merci pour l'APR, super. On aime bien que des gens qui se servent de l'outil d'une façon dont on ne se sert pas nécessairement soient contributeurs. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et puis après, il y a des petits bugs, des trucs à droite, à gauche, quoi. Mais le gros morceau, c'est ça. C'est le clé valeur qui arrive et puis la partie augmentation des perfs de fil. Et pour donner une idée des capacités d'analyse de séries temporelles, à combien de fonctions on est actuellement? Il doit y avoir pas loin de 1300 fonctions dans la bibliothèque de base, donc dont la transformée de Fourier, dont la transformée en ondelet, dont la transformée de Fourier inverse, etc. Donc ouais, il y a pléthore de fonctionnalités. Alors évidemment, tout le monde ne va pas se servir des 1300 fonctions, hein, mais elles sont là, et l'intérêt, c'est que c'est autant de fonctions qu'on n'a pas à réécrire. Parce que sinon, il faut les réécrire. Ça va très loin, des fonctions assez intéressantes comme une bonne vieille régression linéaire. Ouais, il y a des régressions linéaires, il y a du travail sur les quaternions pour les gens qui font des jeux vidéo, il y a du truc de traitement du signal, il y a un langage intégré qui s'appelle Processing qui permet de faire des images. Oui, c'est vrai. Pas mal. C'est pas mal. Il y a un truc qui permet de faire des enfin, c'est des fonctions cons, mais qui sont très pratiques. Il y a des trucs qui te permettent de faire des moyennes sur des windows. Des moyennes Ouais, il y a ça. Après, moi, la fonction que j'aime beaucoup, à part NoOp qui fait rien, mais bon, celle-là, elle fait rien. Il y a une fonction que les gens ne connaissent pas vraiment, qui sert pas à grand-chose, qui s'appelle RTFM, qui te donne l'URL de la doc. Plutôt pratique. Donc, c'est quoi l'acronyme? Parce que je suis presque sûr de le connaître, mais je pense que mon chef n'aime pas les acronymes. C'est toi, son chef? Tu connais pas l'acronyme Read the file manual. Non, mais en fait, c'est parce qu'en interne, j'essaye d'empêcher les gens de jargonner. Mais là, ça Et donc, si tu veux, notamment le codir, donc le codir de Clever maintenant, les gens rédigent un truc, on le lit tous ensemble, un peu méthode Amazon, et du coup tu me vois dans le document collaboratif repasser sur tous les acronymes, les remettre en plain, tu vois, en faisant... parce que ça me gonfle en fait. En fait, ça me gonfle que les gens jargonnent avec des acronymes qu'en fait personne ne comprend. C'est pas un acronyme. Si, c'est un acronyme.
C'est un mot C'est commun. un acronyme. Donc il y a ça, et puis après il y a d'autres trucs, il y a quelques fonctions, des trucs tout bêtes, mais un truc comme LTTB par exemple, qui permet de dire ah, putain, j'ai une courbe avec 10 millions de points, finalement j'en veux que 2000 parce que j'ai que 2000 pixels de large, et tu me choisis 2000 points parmi ces millions de points, mais tu me les choisis pour que la courbe ressemble grosso modo à la courbe d'origine, quoi. C'est-à-dire que c'est pas de faire une moyenne, etc. Non, c'est de choisir des points très spécifiques dans la courbe. Et ça, des points représentatifs exactement de la forme globale. Et donc ça, c'est un truc tout bête, mais on s'en sert mais tous les jours, quoi. Tous les jours. Et c'est vachement bien. Donc voilà, il y a vraiment pléthore de fonctions. Chacun peut trouver un peu son bonheur là-dedans. Et puis, ce que je disais, c'est qu'on est intégré dans d'autres plateformes. Donc, en fait, le bénéfice de ces 1300 fonctions, c'est que elles sont utilisables dans Wharton, mais elles sont aussi utilisables dans Databricks, elles sont utilisables dans Spark de façon générique, elles sont utilisables dans une appli si on veut faire une appli sur la JVM. Enfin, il y a plein de possibilités de réutiliser ça à droite et à gauche. Ils sont utilisables dans un aéroport pour décomposer une note musicale. Exactement. Ouais, on a compris. Excellent. Bon, bah Moi, je dis, c'est de mieux en mieux, Massy. On fait les news avant qu'elles soient sorties. ouais, parce que là, on avait les release notes devant nous juste quelques temps avant la sortie. Et bon, bah, on a aussi d'autres news quand même. Et Cantan, Juan a mentionné tout à l'heure Windsurf, et là, je te senti trépigner d'impatience. Tu nous parles un peu de Windsurf? En fait, c'est plutôt un sujet global que je trouve pertinent, qui est développé avec de l'IA. Pour être tout à fait sincère, pendant un long moment, j'ai trouvé que c'était pourri. Tu vois, ouais, à la limite, des fois, il était bon en autocomplete. Donc nous, on a fait un peu tout. On a joué avec c'est quoi le truc que tout le monde utilise là? Non, j'oublie toujours le nom, qui est dans VS Code. Cursor, ouais. Il y a Cursor, Copilot. Non, Copilot, je le trouve carrément con, pour être tout à fait sincère. Et puis, on avait l'abonnement chez JetBrains. Enfin, on a toujours d'ailleurs l'abonnement chez JetBrains avec leur truc d'IA, qui est pas si mauvais que ça. Il te fait des autocompletes plus pertinents. Tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps sur du code vraiment pas pertinent à écrire, tu vois. La tuyauterie, comme je l'appelle souvent. Du boilerplate, ouais. Du boilerplate à la con. Et par contre, là, on s'est mis à jouer avec Windsurf. Donc Windsurf, c'est les gens qui faisaient Codenium, un truc comme ça, qui faisaient une extension, qui se sont dit qu'en fait c'était trop chiant de faire des extensions. Donc ils ont fait leur propre IDE, qui est en fait un fork de VS Code très manifestement. Et mais je pense qu'ils n'avaient pas assez de points d'accès dans le système d'extension et que ça les gonflait. Parce qu'en fait, c'est hyper chiant pour eux de voir le contexte. Et du coup, ils ont fait un IDE. Et très sincèrement, c'est la première fois que ça m'a bluffé. Et donc, c'est un IDE qui vous permet de coder. Et pour le coup, tu lui décris ce que tu veux. Et pour le coup, c'est un des premiers trucs où je lui ai fait faire des softs entiers, mais des trucs compliqués, tu vois. Une plateforme Rust qui parle à une API dont j'ai juste la doc, mais qui est une API interne, et puis qui parle à une PG, qui fait de la PG, et qui doit avoir des jolis... Enfin, c'est un truc avec des jolis... juste les up and down, là, des jolies migrations, etc., avec du SQLX. Et puis ce truc-là, un front en AngularJS, en Vue.js, enfin tu vois, un truc un peu compliqué, puis ça se connecte en utilisant des services d'authentification, enfin des trucs un peu chiants comme ça. J'ai pas tapé une seule ligne de code pour un, sauf qui, bon, c'est une connerie en interne, hein, c'est du wrapping en interne, mais ça rend service essentiellement aux commerciaux, parce que c'était des trucs qu'on pouvait faire à grands coups de ligne de commande, mais tu peux pas demander à tes commerciaux de faire des jointures de fichiers audio à coups de ligne de commande. Ah oui, puis en plus j'ai tout un truc dans ce truc-là où je fais du FFmpeg en WASM dans le browser, donc un truc un peu lourdingue quand même à coder. Et j'ai pas tapé une seule ligne de code. Et après, je m'en suis servi pour d'autres use cases de Windsurf. Je m'en suis servi pour comprendre des bouts de code. Quand tu interviens dans un projet, en fait, tu lui poses des questions en lui demandant c'est quoi l'architecture, si je devais modifier quel truc, tirer dans quel coin. Ça, il le comprend à peu près. Je te dis pas qu'il est bon à chaque fois, je te dis qu'il le comprend à peu près. Et après, tu peux t'en servir. Enfin, moi, je m'en suis servi. Plus le langage est précis dans sa compilation et dans ses retours, mieux tu te portes quand même dans ce truc-là. Clairement, hein, c'est ça le point. Faut pas avoir de trop gros fichiers. Bon, il y a un problème de contexte. Globalement, par défaut, Windsurf, il fait du Claude sonné.
Mais tu as aussi Gemini, là, ils viennent de release le Gemini Pro, là, qui est pas mal, parce qu'il a un gros contexte, Gemini, il a un très très gros contexte. Donc dans certains cas, quand tu as une grosse code base, ça t'aide un peu, le fait de pouvoir lui tasser un peu plein de merde dans le contexte. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, le vrai boulot de Windsurf, c'est vraiment de façon agentique, de comprendre le contexte de comment il code et tout. On vous a mis le lien de referral, parce que les crédits Windsurf coûtent cher. Donc vous pouvez vous inscrire en utilisant notre lien de referral, voilà. Et là, il y a plusieurs personnes de la boîte qui sont passées dessus, et clairement, on gagne de la productivité. C'est la première fois que je suis un peu bluffé par la productivité qu'on gagne. Je suis pas du tout en train de dire, par contre, on soit très clair, je suis pas du tout en train de dire, on n'a plus besoin de développeurs, il suffit de balancer le cahier de spec dans l'IA et ça va faire un soft. Hein. C'est plutôt au contraire même. Et là, on parlait les dernières masses de certaines études qui commencent à sortir. Nous, on l'a vu en interne. En vérité, un développeur qui a de l'expérience, il peut s'en servir carrément mieux de ce type d'outils qu'un développeur junior. Et nous, on l'a vu, certains des gens en interne étaient un peu réticents, ils ont testé les retours. Un des retours qui m'a interpellé l'expression, mais c'était littéralement ça, c'est tiens, c'est comme s'il y avait un junior à côté de moi auquel j'ai guidé, mais qui me faisait très vite tous les parties, il revenait, il corrigeait un peu de pire coding et il repartait coder. Et littéralement, c'est ça l'impression qu'on a eu beaucoup à avoir pour toute la partie boilerplate, créer un projet, pour la partie comprendre une base de code, par où l'attaquer, et plus tu sais comment le guider, et plus tu es précis quand tu définis ton architecture, quand tu définis ton appli, quand tu le demandes pas à pas ce que tu veux, mieux il se porte, parce qu'effectivement, tu lui dis, fais-moi une appli qui fait ça, ça et ça, les résultats, au moins pour le moment, je ne sais pas dans 6 mois, mais pour le moment, c'est décevant, il va se vautrer, ça ne va pas marcher. Et si tu ne sais pas te dépatouiller, par contre, tu les découpes les choses bien. Tu l'expliques comme tu l'expliquerais à un junior. Et tu l'accompagnes dans pas à pas. Et le résultat est carrément sensationnel. Non, et puis le truc qui est bien, c'est que quand tu lui dis, bah voilà, mon application, je pense elle est prête pour aller en production, j'aimerais la mettre sur du Clever Cloud. Il est capable d'aller lire toute la documentation de Clever Cloud, dire ok, je vois que ton application, ça va être du Rust, du Node.js ou whatever. Et ben voilà les commandes qu'il faut que je rajoute. Et en une question, en un prompt, t'es en production sur Clever. C'est impressionnant. Vraiment, le seul truc avec l'outil qui est un peu pénible, c'est quand il se met un peu à halluciner, tu vois, il loupe un peu le contexte et il va commencer à te faire des duplicata ou une nouvelle organisation, une nouvelle architecture. Ça me fait souvent un peu penser, tu sais, il met des grands coups de hache dans quelque chose et après il peaufine pour corriger ses erreurs. Tu vois, à chaque fois, il y va un peu comme un bourrin. Mais par contre, ça te fait gagner un temps de fou furieux. Et il y a un autre truc pour lequel c'est génial, et là, je ne me cache pas, un truc qui est génial, c'est quand il dit, j'ai ce projet-là, bon, je l'ai fini, ça tourne, mais la documentation, c'est pas ça. Tu peux faire une page, me documenter toutes les fonctions, mais j'ai généré un README, une procédure d'install et un bonus, la procédure pour le déployer chez Clever, s'il te plaît. Et il passe partout, il te documente chaque fonction avec des commentaires pertinents et un bon Javadoc, si c'est de Java, un bon JSDoc, et il te fait un README bien fait. Et là, tu passes derrière, tu corriges les un ou deux erreurs qui restent, tu testes, génial. L'autre truc, c'est wesh gros, j'ai tel lib dont je me sers, j'ai telle dépendance dans mon projet. Est-ce que tu veux pas qu'on switch de dépendance? Et ça, il se démerde assez bien en fait à te réécrire ce genre de dépendance. Après, moi, je trouve plus ton langage il a un compilo un peu strict, un peu pénible, mieux il se porte. Tu vois, il se comporte assez bien sur du TypeScript, il se comporte très très bien sur du Rust. Il sait très bien lire la sortie du compilo, mais il y a des fois je le laisse tous les trucs un peu pénibles en Rust, de fixer les arcs mutex, de machin, etc. Je dis pas que c'est impossible à faire en tant que développeur, je l'ai fait plein de fois. C'est juste qu'en vrai, tu passes des fois ta vie à chercher où est-ce que tu as oublié de cloner ton arc mutex de mes deux là, et tu perds une demi-heure. Et là, en fait, tu le laisses faire, et pendant ce temps-là, tu vas répondre à un mail. Parce qu'en fait, mon use case à moi, c'est que je fais toujours 14 trucs en même temps. Donc quand j'ai un peu de temps pour coder, en général, je le fais. Je suis en même temps en train de faire d'autres trucs, ou je suis en train d'attendre que
dans Clever IA, l'autre con est fini la génération d'une note diplomatique, tu vois. Et donc en fait, en général, j'ai toutes mes IA qui sont en train de bosser. Moi, je fais du context switching d'un space à l'autre dans mon PC, tu vois, genre, là, je code, là, j'écris une merde, là, je génère des images pour la prochaine conf. En général, et je les regarde les uns après les autres, en attendant que les trucs qui se traînent avancent, quoi. Et mais en vrai, moi, je trouve que là, je commence à réellement sentir une traction d'usage du truc, où c'est pas mal. Et là, il y a pas mal de gens qui s'en servent en interne, et c'est assez cool. Moi, j'aime bien le truc. J'ai également vu des use cases où ça avait donné des idées à des développeurs de trucs qu'ils connaissaient pas. J'ai un pote qui s'en est servi sur un truc où il cherchait une solution. Et en fait, c'est Claude qui lui a dit, mais il y a tel algo, une espèce de bidule issu d'un papier des années 70 que personne n'avait déterré depuis une éternité. Il y a tel algo, c'est a priori ce que tu veux. Et effectivement, c'était ce qu'il voulait. Et en fait, il y avait rien, il y avait pas de lib et tout. Enfin, c'était un truc un peu désuet. Mais comme le machin a été se bouffer le net, dont une chier de papier académique, en fait, le truc lui a remonté exactement le truc dont il avait besoin, parce que c'était son use case. Par contre, faut apprendre à bien le prompter. Donc, les bidules comme ça, agentiques, à qui tu laisses le contrôle, parfois ils partent en live, faut quand même surveiller ce qu'ils font. Grosse spécialité, installer plein de merde là où tu lui as jamais demandé d'aller. Mais ça, c'est parce qu'il a vu la doc de Maven, il a vu comment Maven se comporte. Non, mais des fois, tu sais, tu tournes la tête et tu fais genre, alors en fait, ça se passait pas comme je voulais, du coup, je t'ai installé Vagrant, et puis du coup, j'ai téléchargé une Ubuntu, et dedans, j'installe Docker, et non, mais qu'est-ce que tu fous là, drôle? Pas du tout, tu vois, genre... c'est pas du tout ce que je t'ai demandé. Mais du coup, il y a ça, et il y a, dans vos prompts, faut un truc qui est super important, quand on écrit des prompts, faut souvent lui dire, est-ce que tu as bien toutes les infos ou est-ce que tu as des questions à me poser pour être plus pertinent? Ça, c'est un truc que tu oublies en permanence de dire à ton IA, mais qui change ta vie. Et ça, c'est vrai pour tout. Hein. Tu rédiges un bout de texte, tu machin, enfin, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est comprendre comment l'IA fonctionne d'un point de vue technique, si vous voulez être bon en l'utilisant. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tout le monde a l'impression de parler avec quelqu'un qui a une mémoire et qui est persistant, mais pas du tout. Votre réseau de neurones, c'est jamais qu'un truc, c'est une fonction. Donc, vous lui filez un truc, il va en faire un espace de vecteur, regardez comment ça tape dans l'espace de vecteur, sortir un bidule. Et c'est ça que fait votre LLM. Mais votre LLM, il n'est pas persistant. Donc, par exemple, quand vous avez une discussion avec ChatGPT, en fait, à chaque fois, ChatGPT, il prend la conversation et l'envoie au LLM. La conversation en entier. Il faut vraiment que vous soyez conscient de ça, en fait. Il n'y a pas de persistance dans le réseau de neurones, en fait. Et donc, toute la contextualisation, elle est autour. C'est pour ça que c'est important d'avoir un bon éditeur intelligent. Et c'est ce que Windsurf fait bien dans le cas présent, c'est qu'ils arrivent à bien contextualiser. Après, je ne sais pas comment ils le font exactement, ça ne doit pas être si sorcier que ça. Mais je pense qu'ils trouvent un certain nombre d'astuces qui sont intelligentes. J'ai remarqué aussi, moi, dans les projets dans lesquels je le fais, une fois de temps en temps, je lui dis, mon lapin, tes fichiers de 800 lignes, 2000 lignes, là, tu te dépatouilles pas dedans, est-ce que tu peux me faire un coding style un peu propre, diviser les fichiers, t'assurer? Parce que manifestement, quand ces fichiers deviennent trop gros, il a du mal à les passer dans ces contextes, et il s'éclate quelque part un peu plus loin sur la route, tu vois. Ouais, il y va 100 lignes par 100 lignes à chaque fois, ou alors l'idéal, c'est tu lui sélectionnes tout ton code, et puis tu fais envoyer cette sélection à cascade, et là, comme ça, il est sûr de bien prendre d'un coup tout le contexte. Parce que des fois, si ta fonction, elle est, tu vois, entre la 80e ligne et la 140e ligne, il lui manque que la moitié du contexte à ce blaireau, et là, il part en live. Ouais. Et il y a un mode inline aussi qui n'est pas cascade, mais c'est très, très, très intéressant. Il y a une fonctionnalité aussi qui est planquée, mais qui est géniale, c'est d'aller dans ton prompt, à un endroit où tu as parlé avec lui, et lui dire revenir à cet endroit-là. Parce que parfois, cette espèce d'andouille part en cacahuète, et là, il démonte tout. Moi, je l'ai déjà vu te déplomber tout le projet qui marchait très bien, tu vois. Et le truc déplombe tout parce qu'il oublie un bout, machin, il te réécrit intégralement les features dans un autre fichier, tu sais pas pourquoi, tu te retrouves avec des doublons. Donc voilà, et après tu es obligé de le passer en analyse en lui disant bah écoute mon lapin, t'as foutu le bordel, est-ce que tu peux pas essayer de récupérer tes petits quoi. Donc mais au global, c'est assez intéressant. Nous en interne, les gens sont plutôt devenus efficaces dessus, très utile pour générer des SDK, enfin il y a des use cases où vraiment t'es très très rapide.
Et c'est assez utile aussi pour prototyper très 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 rapidement des trucs, des UI, des bidules, quitte à après recoder de base, mais en fait un truc que du coup tu as pu tester, tu as pu jouer avec, tu as pu te poser la question de comment c'était foutu. Donc c'est un peu comme quand j'avais fait Maker, tout le monde était venu me voir en me parlant de l'impression 3D et vous avez fait un respirateur en impression 3D. Ma grande réponse avait été de dire, à la fin, il y a très peu d'impression 3D, voire pas d'impression 3D dans le respirateur. Par contre, l'impression 3D a permis de prototyper, vous imaginez pas combien, et on a fait en fait des tonnes de trucs grâce à l'impression 3D où on aurait été beaucoup plus long à release parce que tu peux prototyper. Et je pense que c'est aussi un des facteurs de ce que tu peux obtenir. Moi, j'essaye aussi de pousser des fois des gens sur on récupère un projet open source, on comprend pas comment ça marche, et tu poses la question au truc en disant gros, ça marche comment ce bordel, quoi. Et ça, c'est assez cool, quoi. C'est franchement, il y a des trucs très intéressants, quoi. Et il sait aussi trouver des failles de sécu. J'ai déjà demandé là-dedans, tu vois pas un problème de sécu, il s'analyse tout le code et il dit en fait s'il se passe ça, ça, ça et ça, t'es marron, et c'est un truc qu'on n'avait pas vu. Donc il peut servir un peu d'auditeur sécu aussi. Ouais, et la prochaine version sera mettre des failles de sécu. Voilà, c'est vachement bien. Surtout si la NSA a versé un peu de Exactement. pognon à la boîte. Exactement. Et dans les liens qu'on va vous mettre, il y a aussi un lien intéressant qui parle de comment ça change un peu le panorama des startups. Là où avant, les startups, tu arrivais avec une idée et après tu commençais peut-être à implémenter une maquette et ensuite un prototype. Un des avantages, c'est que la phase de prototype et la phase de test et les fail fast deviennent beaucoup plus rapides. Non, puis surtout, ce qui est bien, c'est que maintenant, on va pouvoir avoir des startups sans mecs techniques, parce qu'ils sont quand même pénibles, les mecs techniques dans les startups. Ouais. La French Tech sera ravie. Mais justement, blague à part, c'est là où ça devient. Si tu as un mec technique sur la main qui sait s'en servir, et dans la phase de prototypage, de test des idées, vous êtes vraiment efficace, tu peux beaucoup plus vite fermer des voies qui n'amènent pas nulle part, tester des vrais prototypes avec les premières approches, c'est pas simplement arriver avec un PowerPoint, que c'était un des problèmes qu'il y avait beaucoup de startups. Coder vite fait la partie de dette technique un peu dégueulasse où tu sais que tu vas devoir la recoder, où en fait tu fais tout en vibe coding, tu vois, devant ta téloche, schlac. Et toute cette partie-là, tu sais que c'est un peu une cathédrale de merde, mais tu y retourneras un autre jour, quoi. Et ça tiendra. Tu laisseras ton agent y aller. Ouais, si ça se trouve, l'agent va se perfectionner. Enfin bref, en tout cas, si pour l'instant vous jouez pas avec l'IA dans le code, c'est un peu dommage, parce que ce qui est en train de se produire est en fait assez intéressant. Voilà. Ouais, puis surtout, ce que je trouve dommage, c'est que si les gens techniques se mettent pas à jouer un peu avec, en fait, l'espace médiatique, il va être rempli de gens pas techniques qui ont joué avec et qui vont se dire « Non, mais en fait, les mecs techniques, ça sert à rien. Regardez, j'ai fait une super appli. » Alors que c'est un outil qui, en fait, est sans doute plus utile à des gens qui sont déjà développeurs, qui savent développer pour être... ou en tout cas, qui comprennent les arcanes du développement, pour être vachement plus efficace, plutôt qu'à des gens qui comprennent rien du tout, à croire qu'ils sont devenus développeurs, quoi. Donc moi je trouve que c'est effectivement une erreur de pas s'y intéresser en se disant ouais c'est de la merde, ça va prendre mon job. Et non, ça va pas prendre ton job. Aucun risque là-dessus. Si les gens savaient faire des bons prompts et des bonnes specs, ça ferait longtemps qu'on aurait de bonnes applis. Oh oui. C'est toute l'époque où j'ai fait du service, mon Dieu, le nombre de fois où tu récupères des specs, les mecs t'ont écrit 200 pages de specs, ils sont persuadés qu'ils ont pensé à tout. La réalité, c'est qu'il n'y a absolument pas les réponses à tes questions dedans. Toi, ça te casse tes couilles de lire les 200 pages de spec, mais alors, au dernier du dernier. Et pour finir, au moment où tu as besoin d'une réponse à ta question, elle n'est pas dedans, en fait. Et voilà. Mais la seule chose qui fonctionne, c'est l'itération. Hein, sur un produit, sur du service, sur whatever, c'est l'itération. Donc voilà, mais du coup c'est assez cool, on joue beaucoup avec, nous on s'en sert pour l'instant dans du front, dans du Scala, dans du Rust. Scala il est quand même un peu moins bon, tu sens qu'il y a un peu moins de base de training, il se chie un peu dessus parfois. Des fois il écrit carrément n'importe quoi, ou alors il comprend vraiment pas comment fonctionnent certains trucs, genre, on l'a mis à faire du PECO, il a foutu le bordel dans les acteurs, enfin il comprenait pour les contextes d'acteurs, les machins, vraiment il faisait de la merde. Rust pour l'instant il s'est plutôt bien comporté, je dis pas hein, moi il m'a fait des horreurs aussi où j'étais là genre non pas du tout gros,
Mais franchement, il est assez intéressant. Enfin, voilà. Bref, c'était ça. Et là, du coup, je viens de voir que Windsurf vient de rajouter un bon support de Gemini, ce qui est, encore une fois, ça, c'est intéressant parce que le contexte de Gemini étant très très gros, ça veut dire qu'il va faire moins de la merde sur des grosses bases de code. Donc ça vaut le coup de se tester. Et c'est moins cher que du Claude, en plus, à la requête. Surtout avec ton lien de référent. Surtout avec mon lien de référent. Voilà. Bon, bah, changeant de sujet, il y a un sujet que peut-être c'est moi tout seul, celle qui va être épaté, mais enfin, après des années, GIMP est en version 3.0. Ils ont réussi à sortir une nouvelle version. De mémoire, la dernière version mineure, la 2.10, date de bien avant le Covid, je pense 2018-2019. Et la première alpha de la 3.0 date de 2020, de l'année de Covid. Ah ouais. La dernière version officielle, la 2.10 mineure, ça date de bien avant le Covid. Et donc, c'est quand même, ça a pris du temps, mais le projet, il est vivant. Ils ont réussi à sortir une version meilleure avec plein de petites nouveautés à droite et à gauche. C'est pas du tout une révolution, mais qui marche. Et voilà, je suis peut-être un nostalgique, mais je continue à utiliser GIMP très souvent comme outil pour le côté graphique de l'ordinateur. Il est presque toujours ouvert à côté d'Inkscape. Donc pour moi, ça fait une grande nouvelle, quoi. Et ça fait plaisir de voir un produit open source comme GIMP réussir à maintenir. Et est-ce qu'ils ont intégré de l'IA dedans ou pas? Non, c'est ça qui est chouette aussi. Quelque part, il n'y a pas de marketing dans la release. Tu vas voir, maintenant on peut faire des éditions non destructives. Ils ont une fenêtre d'histoire beaucoup plus grande pour enlever les filtres et pouvoir jouer comme ça. Tu as de nouveaux formats de fichiers. Tu peux faire des dessins encore plus grands parce qu'il ne les limite pas autant par la taille de la mémoire. Il fait plein de choses, mais ils n'ont pas ajouté l'interface. Pour ceux qui connaissent GIMP, c'est aussi joli, aussi moche qu'il y a des années. Il y a beaucoup de gens qui contribuent au GIMP, j'arrive pas. C'était ce que je cherchais là, désespérément. Je galère comme un connard là, mais. C'est une communauté qui est quand même assez. C'est une communauté assez active, des gens qui sont là en général depuis longtemps. De mémoire, je ne crois pas que ça se renouvelle énormément. Par contre, c'est assez divers. 408 contributeurs listés sur GitHub. Oui. Et il y a plein de contributeurs qui te contribuent avec un filtre par-ci, un truc par-là, l'outil qu'ils ont besoin. C'est toujours du Python là pour faire des filtres? Parce que tu pouvais faire des filtres en Python. Tu peux les faire en Python, je ne sais. Tu pouvais pas faire du guile à un moment donné, une sorte de scheme là? Oui, à une époque, je crois, mais maintenant, quand j'ai touché au filtre, c'était toujours en Python. Écoute, je suis ravi. Voilà. Et là, c'était un peu la news que je mettais pour mon plaisir. Non, en édition d'images, je demande à ChatGPT de me changer mes images. Est-ce que j'ai joué avec le filtre Studio Ghibli de ChatGPT? Oui, comme tous les connards, j'ai joué avec le filtre Studio Ghibli. Tu pourrais mettre 2-3 exemples de... Ah, je peux mettre des exemples si tu veux. Hein. On peut faire, si tu veux, on peut faire une photo et des gens qui ont fait l'épisode. Je sais pas trop ce que ça donne, le Ghibli Rasta blanc concernant Erwan. Je suis assez curieux du truc. Il faut prendre une photo d'Erwan et tester. Erwan, tu n'as pas testé, toi? Non, j'ai pas testé. Un peu peur du rendu, surtout avec le filtre Ghibli. À voir, tu sais, il y a des choses, ça n'a jamais été dessiné, donc bon, ça va être bizarre, je le sens. Bon, sinon, dans les news, Erwan, tu avais aussi quelques news dans ta message, tu m'avais dit? Ouais, l'idée un peu de partager un petit projet sur lequel je suis tombé, un petit projet open source sur lequel je suis tombé récemment, qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Bringel, qui est un outil open source de gestion de culture et de plan de culture de maraîchage, etc. J'ai un ami à moi qui devient maraîcher.
Hein? Ça te ferait mal de mettre les liens dans le... Non, il va les mettre, ne t'inquiète pas. Ça, on J'ai le même... coupera après, Yann, mais les liens seront mis. Ouais, j'ai même rédigé un article pour ça, chef. Le truc, en fait, c'est le suivant. C'est qu'en fait, c'est un outil qui est open source, qui est fait en SaaS, fait par un développeur sous Elixir. Et on s'en rend pas compte, mais c'est vrai que l'agriculture, en général, on l'imagine complètement sans Internet, sans informatique, sans cloud, ce qui n'est pas vrai, puisque tu as des millions de serres qui tournent avec des capteurs IoT, les GPS de tracteurs, enfin bref, tout ce monde-là, il est connecté. Et dans un monde où on se pose toujours la question de savoir qui a notre donnée et qu'est-ce qui en est fait, parce que je ne voudrais pas que mes données soient vendues à un tiers qui puisse déterminer ma marge de production et donc venir négocier plus agressivement mes ventes et mon cours de marché. Donc des logiciels comme Bringel, et c'est vachement intéressant parce que du coup, ça te permet de récupérer un contrôle sur tes datas. Et surtout, là où moi c'est intéressant, c'est que on voit cette problématique arriver dans beaucoup de pays émergents actuellement qui se disent ok, là j'ai besoin d'industrialiser, de moderniser ma flotte sur les sujets d'agriculture, mais j'ai pas d'outils qui me permettent d'avoir une autonomie stratégique. Donc en découvrant le logiciel Bringel, je me suis dit why not essayer de l'adapter sur du Clever Cloud pour tester. L'outil était fait en Elixir, donc je vais être transparent avec vous, j'ai jamais fait d'Elixir de ma vie. Du coup, j'ai demandé à Windsurf en lui disant aide-moi, j'ai besoin de rajouter un storage sur du PGSQL version 17 pour que ça marche bien, le storage object S3 et puis l'interface de mail, tout ce qui est fourni par Clever Cloud, et démerde-toi pour que ça soit en ligne. En une demi-heure, une demi-journée de boulot, il avait fait toutes les modifications, j'étais en production sur Clever Cloud, et il avait fait les merge requests pour le développeur principal en lui disant voilà ce qui a été développé, si ça vous intéresse, prenez-les. Mais voilà, c'est un bel outil, belle découverte, je trouve, parce que c'est rare qu'on voit des logiciels open source aussi niche dans des domaines qui ont une interface aussi bien léchée et surtout un usage qui correspond vraiment aux besoins. Et là, avec une solution comme ça open source, tu peux très facilement imaginer des gens qui le localisent, qui l'acculturent par rapport à leurs besoins agraires en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, etc., etc. Donc voilà, joli petit projet qui est un peu niche, mais que je voulais pas faire partager aux gens qui ont l'âme verte. En revenant sur ce qui te disait de l'agriculture, j'ai mis dans les liens une conférence de Mathieu Pasneau au DEFES Toulouse que c'était sur justement l'agriculture et comment tous ces milieux-là sont loin d'être technophobes, ils sont plutôt très technophiles et ils ont des utilisations très pertinentes de la technologie. Et il y a aussi plein de sujets par rapport à la donnée. Je ne pensais pas tellement, mais en termes de souveraineté des données, la plupart des outils qu'ils utilisent sont très propriétaires et beaucoup d'agriculteurs, ils ne sont même pas propriétaires des données que tous les outils, tracteurs, moissonneuses qu'ils utilisent, récoltent et emploient, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est d'arriver. Vas-y. Aujourd'hui, tu as quand même un vrai sujet stratégique, qui est la plupart des infos, elles vont chez John Deere. John Deere, en fait, te vend tes engrais, ton matos, etc. Et de l'autre côté, John Deere vend tes data aux brokers céréaliers. Et en fait, du coup, les mecs savent combien tu produis, pourquoi et dans quel sens. Et quand est-ce que tu produis. Et donc, t'achètes en te faisant faire une marge dégueulasse. Et il y a un énorme sujet, mais comme souvent, en fait, l'énorme sujet, c'est on a laissé passer le logiciel et la big data, on s'en est pas occupé à son juste niveau, et on se retrouve dans une catastrophe. Et faut vraiment qu'on soit capable à un moment donné de se rendre compte qu'on génère des catastrophes sur des catastrophes sur des catastrophes en ne gérant pas le sujet du logiciel, quoi. C'est vraiment, on est en train d'automatiser les cerveaux et on traite le dossier mais par-dessus la jambe. Et là, on le voit avec l'IA, la rapidité avec laquelle le monde change est délirante.
Et quand en plus de l'autre côté de l'Atlantique, t'as une bande de fous furieux, enfin, le truc est quand même complètement dingue, quoi. Ouais, et puis John Deere, enfin, à moins que ça ait changé, mais je pense que c'est toujours le cas, mais John Deere est à l'agriculture ce que le F-35 est à la défense. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un truc où tu dois t'abonner pour avoir droit à la maintenance. C'est eux qui ont absolument le droit de vie et de mort sur ton firmware. Demain, ils peuvent désactiver ton truc. Je ne serais pas étonné qu'à distance, tu puisses désactiver tous les tracteurs John Deere si tu veux le faire. Donc, d'un point de vue géopolitique, c'est quand même assez magique comme outil, quoi. Ouais, ou tu peux jamais les tracteurs, ils vont se mettre à dériver dans la campagne. Ouais, où ils vont balancer trop de pesticides et puis ils vont te niquer des cultures. Enfin, genre, tu peux faire des trucs super, quoi. Et pour moi, c'est hyper stratégique. Et la question, elle est comment on reprend la main sur les outils de production de la bouffe, quoi. Et mais quand on parle aux gens, ça a pas l'air d'être préoccupant. Et tu croises des lobbies John Deere à tous les étages à chaque fois que tu évoques le sujet. Alors que l'open source dans le domaine de l'agricole, ça devrait être un truc, ça devrait être un truc énorme. Mais c'est comme d'hab, en fait, il y a énormément de sujets, tu les ouvres, et là, tu te rends compte qu'il y a un énorme acteur américain qui fait la loi, et tout le monde regarde le truc passer en disant « Ah bah oui, mais c'est bien, tu sais, le mec qui fabrique des tracteurs, il fait des bons tracteurs. » Ouais. Du coup, il a toutes vos datas, quoi. C'est aussi très corrélé à l'influence et poids des lobbies. Dans une de tes dernières interventions, tu avais un slide très sympa sur les poids des différents lobbies à Bruxelles, quoi, et les montants que les entreprises avouaient dépenser dans les lobbies. Parce qu'ils sont obligés, en fait. À Bruxelles, tu es plus ou moins obligé de dire ce que tu fais. Après, il y a globalement toute une partie des montants qui sont pas donnés parce que tu arrives à les faufiler. Nous aussi, on déclare combien on dépense. C'est juste que bon, on n'apparaît pas dans le graphique. Parce que, C'est page 37. Pas 37. Oh là 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 là. Mais du coup, c'est ça le sujet. Et en fait, il y a un énorme sujet qui est un manque de compréhension de la technicité de ce qui est en train de changer. Et l'IA va absolument tout changer. On va se retrouver avec, j'en parlais là avec des gens qui avaient des projets sur les récoltes, etc. L'IA, la vision va changer, mais absolument tout. Et comme c'est corrélé aussi à de la robotique, je pense que c'est le moment de se préoccuper de beaucoup de choses. Et par contre, les bons développeurs, vous avez énormément de travail. Par contre, ouais, tu peux utiliser l'IA pour aller plus vite dans ton travail de tous les jours, parce que en vrai, on a énormément de travail. On est vraiment dans la phase d'automatisation du monde. Mais c'est génial le projet Bringel là. Puis alors, c'est le fait que ce soit sur Elixir est quand même extrêmement savoureux, tu vois. Enfin. Je connais quelqu'un à qui ça va beaucoup plaire. On se fait les quelques news là? Bah ouais, c'est celle qui t'attire parce que on approche les 54 minutes d'enregistrement. On a le temps de mettre une news avant de démarrer un autre épisode. Bah, on prend l'Ampere là comme news? Parfait. Très bonne news, ça. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, mais Ampere Computing a été acheté par SoftBank. Et là, j'ai perdu tout le monde sur la news. Qu'est-ce que c'est Ampere Computing? Qu'est-ce que c'est SoftBank? Et pourquoi c'est important ça? C'est quoi l'ARM? Alors, première information. SoftBank, troisième opérateur japonais, derrière NTT et KDDI. NTT Docomo et KDDI. Le troisième, assez loin quand même, c'est SoftBank, mais ça reste une très très grosse entreprise. SoftBank a toujours eu une grosse stratégie de venture capital international. Ils sont connus pour certains gros succès, notamment c'est eux qui avaient racheté la petite boîte de robots, là, comment ça s'appelait les robots français. Le Nao, ouais, le Nao, ouais. Oui. Je me rappelle plus. Vas-y, cherche. Robot, Nao, le robot, Isautonomous, Aldébaran. Aldébaran Robotics, voilà, c'est ça. Donc ça avait été racheté par SoftBank, par exemple. Ils sont connus pour avoir mis énormément de pognon dans le fameux superbe projet qui était WeWork. C'était moins rentable sur ce coup-là. Voilà. Mais sinon, c'est quand même des gens qui ont une grosse stratégie. Et SoftBank, ils ont acheté, puisque Nvidia s'est fait jeter quand ils ont essayé de l'acheter, SoftBank a réussi à acheter ARM. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas sur ARM, c'est une architecture de processeur
qui est une architecture développée à Cambridge par des Anglais à la base. ARM, c'est une boîte européenne et donc anglaise, et c'est les processeurs que tu vas retrouver dans tous les smartphones, dans beaucoup de trucs comme ça, et c'est une architecture qui est sous licence. C'est-à-dire qu'ARM ne produit pas de CPU, ils produisent des dessins de comment faire des CPU, et après c'est à chacun de reprendre ces dessins-là pour faire en vrai son CPU, de rajouter ses blocs d'IP, de décider de son processus industriel et de produire des CPU, ce qui est encore du boulot, hein. C'est beaucoup de travail, et t'as un certain nombre de boîtes qui font ça, notamment Marvell, qui est connu comme fondeur ARM, Samsung, avec Samsung Electronics, qui fait leur CPU pour tous leurs téléphones. Une petite boîte connue pour faire des téléphones aussi qui s'appelle Apple. Donc à la série A qu'ils mettent dans les iPhones, mais également les M qui sont dans les laptops et les iMac et dans tout en fait maintenant, qui sont les processeurs M, donc qui sont des ARM. Qui sont quand même reconnus pour la rapidité qu'ils ont. C'est quand même un gros succès. Il y a aussi une autre petite boîte un peu connue en service web qui s'appelle Amazon, qui fait des gravitons avec les processeurs ARM de chez Amazon dessus. Donc, c'est vraiment une architecture qui est extrêmement partagée. Et dans tous les gens qui ont fait des architectures, dans tous les gens, il y avait une VP chez Intel qui s'appelle René, je sais plus quoi, j'ai oublié le nom de René, c'est pas bien. René James, qui était VP, je sais plus ce qu'elle était chez Intel, René James. Ça va être marqué. Elle est Led R&D and Global Manufacturing, c'est ça? Voilà, elle était vice-présidente R&D et Global Manufacturing chez Intel. Donc, voilà, vice-présidente chez Intel. Elle s'est engueulée avec la stratégie d'Intel parce qu'elle pensait qu'Intel allait n'importe où. Et elle a créé une boîte qui s'appelle Ampere Computing, dont le but était de faire du processeur ARM pour le serveur. C'était pas les premiers, mais je dirais que c'était la première boîte qui assumait une vision ARM sur le serveur, point. T'avais des gens qui faisaient des ARM pour le serveur de façon, je dirais, opportuniste, mais c'était vraiment la boîte qui disait on va mettre des ARM sur le serveur, point, quoi. Avec une vraie stratégie, disait que les serveurs ARM seraient viables, que consommeraient moins. Il y avait une vraie vision de ce que ça peut apporter à des data centers, l'idée des ARM sur les serveurs, oui. Ouais, alors le gros avantage de l'ARM par rapport à du Intel, ça bouffe pas d'élec. Enfin, ça bouffe pas. Ça bouffe pas beaucoup d'élec. Ça bouffe beaucoup moins d'élec. Voilà. C'est pour ça que vous le retrouvez en fait dans vos téléphones portables, etc. Et c'est pour ça que Apple a switché d'un Intel à du ARM, c'est pour augmenter la durée de vie de la batterie des Mac. C'est pour ça que la batterie des Mac c'est maintenant aussi excellentissime. Moi, je me souviens, il y a très longtemps, quand j'étais jeune, quand il y avait les netbooks, moi j'ai bossé pour faire des softwares pour ça, il y avait Guillemot Corp, donc vous avez tous oublié ce qu'est Guillemot Corp, mais dans les grandes boîtes de la famille Guillemot, qui était, c'est les frères Guillemot, c'est eux qui ont fait Ubisoft, Gameloft et compagnie, ils avaient une boîte qui faisait... C'était pas Infogrames ? Non, c'était pas Infogrames. C'était Infogrames, c'était celui qui est au commissaire France 2030 au SGPI, là. C'est Bruno Bonnel, Infogrames. Qui maintenant est en politique. Et donc, les frères Guillemot, ils avaient cette boîte qui faisait à l'époque des cartes graphiques, c'est-à-dire que les processeurs graphiques, les chips graphiques sortaient, et Guillemot Corp, c'était des gens, le processeur graphique sortait de chez Nvidia et chez ATI, et ils sortaient la carte graphique en 4 semaines. C'est-à-dire le temps de l'ingénierie, la production industrielle, écrire des drivers et tout, 4 semaines, c'était dans les rayons des supermarchés à l'époque. Enfin, je sais pas si, années 90, hein, je sais pas si vous voyez la dinguerie du niveau technique des mecs. Je me demande s'ils sont pas mentionnés dans le bouquin sur l'histoire de Pixar, parce que je me demande si Pixar avait pas utilisé des trucs que eux faisaient. C'est possible. Je me rappelle plus. Ça me dit quelque chose. Mais... Guillemot, c'était eux qui faisaient Hercule aussi. La première carte audio de home studio de musiciens qui avait 8 entrées, 8 sorties, qui était branchée en je sais plus quoi comme port à la con.
c'était la Guillemot Corp, c'était la Hercule, je sais plus quoi, de chez Guillemot Corp. Enfin, des gens qui, en termes et puis ils faisaient aussi des volants de jeux vidéo, des trucs comme ça, beaucoup d'accessoires aussi. C'était une espèce de mini Logitech aussi. Enfin, ils faisaient beaucoup de choses, ils existaient toujours. Et il y a entre 15 et 20 ans, quand il y avait les netbooks, vous vous souvenez des petits netbooks là, les tout petits PC machin là, eux ils avaient sorti un truc qui s'appelait le Mac Café, qui était un netbook sous ARM. Donc un petit Linux qu'ils avaient fait eux-mêmes sous ARM. Le bidule avait 12 heures de batterie. Enfin, c'était mais dingue, quoi. Et ils ont jamais réussi à s'imposer sur le marché parce que Linux, parce que machin, parce que plein de problèmes et parce qu'en fait vendre des netbooks c'est hyper compliqué quand t'es pas un gros. Et en fait ils se sont fait massacrer sur le marché, mais le produit était dingue. Je vais essayer de vous retrouver le Mac Café. Et il y a un Mac Café au bureau Clever Cloud de Nantes. Parce que du coup, c'était là-bas qu'on avait développé des trucs. Donc, et la machine, elle était mais dingue, tu vois. C'était tout petit, c'était machin, et t'avais 12 heures de batterie. Ça pesait rien, t'avais 12 heures de batterie. C'était dingue. Et donc voilà, bref. ARM, moins de consommation électrique. Donc hyper intéressant pour ça. Et donc, voilà, pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire, les processeurs ampérés de mémoire, ils ont 156 cœurs, je crois. Ou 152 cœurs, je sais plus, d'exécution. Tu peux en mettre 2 par lame Open Compute, et donc dans des Open Compute 2U sur 3, donc tu peux mettre 3 serveurs, x2, x 150. En clair, tu peux mettre quasi 1000 cœurs d'exécution dans 2U dans une baie. Juste pour vous donner une petite idée de ce que ça veut dire en termes d'exécution. Enfin, t'es sur un truc, ça bombarde, quoi. Et après, tu virtualises au-dessus. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Nous, on fait des tests actuellement avec parce que ça nous intéresse pour pas mal de sujets, et voilà. Et nous, ça nous intéresse pour Cyperl également, qui est un fournisseur d'ARM totalement européen et français, dont le processeur sera bientôt tape out. Et donc du coup, voilà, ça c'est le landscape ARM. Et là, ce qui vient d'être annoncé, c'est qu'en fait, SoftBank, qui venait d'acheter ARM, vient d'acheter Ampere, qui est donc vraiment un des processeurs très intéressants du marché. Et donc, en fait, SoftBank est en train de faire une espèce de play à la Intel sur l'ARM, avec la volonté d'intégrer ARM, Ampere ensemble. Et ça, c'est très impressionnant. Enfin, ça met l'ambiance. Ça peut donner les coups de levier nécessaires pour que Ampere accélère encore plus et ça devienne une réalité à part d'être anecdotique dans quelques services cloud, etc. Ouais, je pense que ça va leur donner une réalité. Après, je pense que ça pose une question, c'est que tout le monde va avoir un peu peur que ARM ferme ça, c'est la question. sa licence. Moi, je crois pas ça. Moi, je trouve que ce serait particulièrement con parce que là, ils sont en train de, ils ont la possibilité de devenir leader des architectures. Il y a un truc que les gens savent pas, mais la boîte qui possède le plus de patents sur les IP ARM, c'est Intel. Donc en fait, Intel pourrait switcher provider ARM quasiment overnight. Enfin, overnight à l'échelle du monde du semi-conducteur, quoi, en 2 ans. Le temps de construire une... Voilà. Le temps qu'ASML provide les machines et de construire une usine. Mais non, mais il pourrait vraiment switcher très rapidement provider ARM, en fait, Intel. Il y a juste AMD qui est un peu dans la loose, en fait, dans ce genre de cas, pour être tout à fait franc. Mais ils ont, tu vois, ils ont beaucoup de patents. Et donc, en fait, on pourrait imaginer que ARM devienne le truc. Et moi, je vois pas ARM aller dire à Apple, bah écoutez, allez vous faire cuire le cul, quoi. Tu dis pas à Apple et à Amazon à dire allez vous faire foutre, quoi. Mais c'est surtout, il n'y a pas un intérêt. C'est très bien d'avoir Ampere et de l'intégrer mieux avec ARM et qu'Ampere puisse accélérer. Mais par contre, ça va mettre la pression à tous les autres pour livrer, quoi, hein, parce qu'il va falloir livrer des sacrés bécanes, parce que du coup, tu auras une intégration Ampere et ARM qui sera monstrueuse. Il y aurait une implémentation de référence exemplaire. Donc, assez excitant. Je sais pas ce que ça va donner dans le laptop. Est-ce que ça va pousser ARM dans le laptop au-delà du Mac, je veux dire Ampere, de mémoire, n'a presque rien fait côté laptop. Je n'ai rien vu, non, c'est pas du tout leur scope. Non, Ampere, c'est pas du tout leur délire. Non, je pense que c'est d'autres fournisseurs qui vont aller dessus. Hein. Il y a plein Marvell,
Marvell pourrait le faire. Il y a plein d'essais d'ARM sur les laptops, souvent avec une version dégradée de Windows en plus, mais pour l'instant, il n'y a eu aucun review qui soit satisfactoire. Enfin, sauf les Mac, hein, les Non, Mac. mais les Mac, c'est ça une va. tuerie. Mais les laptops ARM, sinon Linux sans doute, Windows galère quand même copieusement, je Windows, crois, sur ils ont son port une ARM. version de Windows qui n'est pas la Windows 11 Pro, mais il y a une version qui est surtout sur des surfaces avec ARM. Et Je sais pas quelle est la relation. Est-ce que Microsoft a une grosse relation avec Intel et du coup ils veulent pas pousser du ARM? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Leurs relations peuvent changer assez vite, hein, de toute façon. Mais... Et RISC-V, tu crois pas que tu pourrais commencer à avoir... Ah si, mais c'est génial. mais là, il faut donner un peu de contexte. Quentin, je te laisse. Donc, RISC-V, c'est encore quoi ça? Donc RISC-V, c'est une autre architecture de processeur qui, pour le coup, est complètement ouverte, ce qui fait qu'elle est extrêmement poussée par deux trucs qui sont les Chinois, d'un côté. Les Chinois aussi ont des très bonnes implémentations ARM, d'ailleurs j'avais oublié, mais la boîte là qui est plus ou moins collée à Huawei, etc., et qui fait de la prod full chinoise, y compris la gravure en Chine, parce que sinon toutes les autres boîtes dont on a parlé, globalement, fait sa gravure chez TSMC. Mais comme les Chinois n'ont plus accès à TSMC, ils font leur propre gravure, et j'ai oublié le nom de la boîte de silicone qui bosse avec Huawei, mais c'est assez impressionnant leur proc aussi, il est pas mal. J'essaie désespérément de me foutre la main dessus pour faire des vrais tests, mais voilà. Et donc non, alors RISC-V, donc c'est pour le coup complètement ouvert, il n'y a pas de licence, c'est l'open source MIT de l'architecture CPU, on peut le dire comme ça. D'ailleurs, c'est poussé par un truc qui s'appelle la Open Hardware Foundation, et la Open Hardware Foundation, en fait, c'est une sous-fondation de Eclipse. Donc c'est sous droit européen. Ce qui est très important dans les temps qui courent. Ce qui est très important dans les temps qui courent. Et donc RISC-V, c'est très cool. La Commission européenne est à fond sur RISC-V. C'est-à-dire que tu as RISC-V de citer dans quasiment tous les projets collaboratifs européens, même quand Larry Levens c'est discutable. Genre, il faut un nouveau processus d'authentification et d'autorisation des identités compatible RISC-V. Oui, on va le coder en Java, hein, RISC-V ou un autre, voilà. Les Chinois donc sont vachement à fond dessus parce que les restrictions d'export. Par contre, d'un point de vue industriel, RISC-V, on est encore très loin. Il n'y a pas de gros producteurs RISC-V. Il y a des petites puces pour l'instant qui sont utiles pour des sujets industriels, mais pour l'instant, un PC RISC-V ou un serveur RISC-V, je le vois. Enfin, il n'y a pas les produits sur le marché et il n'y a pas les acteurs. Surtout. Alors, si tu regardes Framework, en fait, tu peux acheter une carte mère RISC-V. Oui, sur le framework. Sur le framework. Est-ce que tu veux 13. bien expliquer ce qu'est le framework pour les gens? Parce que, Alors, ouais, Framework. Donc, Framework, c'est une boîte qui vise à faire, enfin, qui a fait d'ailleurs, pas qui vise à faire, mais qui fait des ordinateurs réparables. Enfin, réparables et sur lesquels on peut switcher des composants. et modifiable, upgradable. Modifiables, voilà. Donc, c'est des par ordi. ordinateur, on veut bien dire Laptop. ici des laptops. Alors, ils Non, ils ont vrai. sorti un C'est desktop. ça. Ils Oui, ont- mais ils le font aussi sur le laptop, parce que faire des desktops que tu peux bricoler, jusque-là, on est tous d'accord. Alors leur, tu peux pas le bricoler en fait, parce que pour l'instant, pour des accords, enfin pour des raisons de compatibilité, il y a de la RAM qui est soudée, etc. Donc ils sont Mais les ils sont un peu laptops faits sont ordonnés, complètement mais leurs laptops, ouais, désossables. ils sont désossables. Tu peux changer juste la carte mère, regarder le truc, etc. Et donc dans leur offre de carte mère potentielle, ils ont une carte mère qui est, alors c'est fait pour faire du prototypage, etc. Enfin c'est pas le truc sur lequel tu vas faire tourner ton truc au quotidien, ton daily driver, mais ils ont une carte mère RISC-V sur laquelle tu peux faire des expérimentations. Qui est pas Sur très le chère. 13? Ouais, sur le 13, je crois qu'elle doit être à 200 Et $. en je plus, pense. elle est extrêmement pas chère, mais il t'explique que c'est pas pour utiliser dans ta machine Non, c'est pas principale. pour ta machine principale, pas encore. Parce qu'ils ont des Ryzen, beaucoup d'AMD Ryzen, Il y a une carte. t'as la Intel Core. Deep Computing RISC-V mainboard. Je l'ai là, je la mets dans les fichiers. Donc si tu veux jouer, tu peux quand même avoir un laptop avec une carte RISC-V si tu veux recompiler un noyau, faire des tests. Enfin voilà. Bon, tu auras sans doute un peu de douleur dans le processus pour l'instant, mais au moins c'est là quoi. Out of the box, pardon, directement quand il a, il supporte Ubuntu et Fedora,
Donc, ça veut dire que tu peux l'utiliser, tu peux la tester. Et un framework, voilà, Et ça coûte, je crois que ça coûte 200 balles. 200 euros, ou 200 $, 200 $, si tu as déjà un framework. Donc, c'est plutôt sympa. Ouais, puis un framework de base, un kit framework de base dans lequel tu as un peu de tout, ça coûte 1200 balles. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, après, tu peux crois chercher qu'il y des en a un composants qui qui en a sont pas pas chez d'autres. eux. Je ne sais pas, moi j'ai un framework que j'ai mis à jour une fois déjà et j'adore comme machine, c'est... J'aime bien le concept parce qu'en fait, ils te livrent le tournevis avec. Donc, c'est quand même sympa, quoi. C'est vrai. Tu peux acheter un tournevis de plus, mais par défaut, tu as déjà un tournevis. Messieurs, moi je suis désolé, il va falloir que je vous laisse, je suis attendu sur une autre réunion. Mais non, mais t'inquiète, on va faire l'épisode suivant sans toi. Hein. On t'a Non, mais y a abandonné, pas de mais merci souci. beaucoup Erwan. Mais comme ça, au moins, j'enregistre mon au revoir. Bisous à tout le monde. Comme ça, Yann fera sa magie. Et puis, tout roule. Bon courage. Au plaisir de vous revoir tous. À très bientôt. Merci. Et on peut profiter de ça pour finaliser ici ce premier épisode et on a juste le temps d'enregistrer un deuxième rapide.